Monsieur le Président, chers étudiants, chers amis, bienvenue évidemment dans ce grand amphithéâtre des arts et métiers qui est plein pour vous recevoir, vous écouter, échanger avec vous. Je crois qu'il y a beaucoup d'envie parmi les étudiants présents ici ce soir. Merci à vous de vous prêter à cet exercice. Vous savez que nous avons une population ici de jeunes qui se destinent au métier de l'industrie et rencontrer un chef d'entreprise comme vous l'êtes, discuter, échanger avec vous de stratégie industrielle, de l'avenir de l'automobile, de sa motorisation, des énergies, des modèles économiques, des marchés, leur avenir. Donc, écoutez votre expérience, apprendre de votre parcours. Je crois que tout le monde est extrêmement avide de ces échanges-là. Avec une petite pointe que je me permets de faire sur la dimension interculturelle qui marque non seulement votre vie, mais également votre parcours de professionnel. Pour ce qui nous concerne, nous sommes très heureux d'organiser cet événement qui s'appuie en particulier sur des liens que nous avons avec, depuis de nombreuses années, depuis 2010 avec la Fondation Renault, à travers un master mobilité et véhicules électriques qui fonctionne fort bien avec des écoles partenaires de ParisTech, qui a formé des étudiants depuis 2010 de 24 nationalités différentes et qui marque également cette interculturalité. Je vais remercier tous les partenaires qui nous ont permis de monter cette rencontre. Évidemment Renault, les équipes de l'école que je me permets de remercier, qui se sont mobilisées très largement également pour faire de cette rencontre un succès. Je vais appeler Bernard Cazin, donc président du groupe professionnel Arts et Métiers Automobile, qui nous a aidé énormément pour monter cet événement et qui va nous dire quelques mots. Ça fait plaisir de voir un grand amphi comme ça. De mon temps, parce que j'ai connu l'amphi il y a un peu plus de 50 ans, on l'appelait l'œuf. Je ne sais pas si on l'appelle toujours l'œuf ici, parce qu'il avait une forme ovoïdale, bien sûr. Il y a à peu près 1000 places dans cet amphi. On est content d'avoir à peu près les 95% de cet amphi plein ce soir. De mon temps, on n'arrivait pas à remplir l'amphi ici avec une promotion Gazar. Maintenant, je pense que ce n'est pas suffisant, il faut venir en 2 fois. Alors ce soir, dans ce beau cadre, on a le plaisir, l'avantage, l'honneur de recevoir le président de l'Alliance Renault-Nissan, M. Carlos Ghosn, qui a bien voulu répondre à vos questions, vous qui arrivez bientôt dans la vie professionnelle, et pour certains qui avaient choisi d'aller dans l'industrie automobile, mais pas forcément. Vous entendrez un petit peu des différentes possibilités ce soir. Alors tout d'abord, nous avons ici, pour vous interroger, Monsieur le Président, 6 jeunes élèves ingénieurs, garçons et jeunes filles, qui ont été sélectionnés du fait de leur mérite, de leur intérêt pour le secteur automobile. Et ensuite, on passera la parole à la salle, s'il reste encore un petit peu de temps. Je dois dire que moi, dès l'été 61, donc avant d'arriver à l'école, puisque je suis rentré à l'école en septembre ou octobre 61, j'ai fait mon premier stage automobile déjà chez Renault, à Flins. Et ensuite, j'ai fait d'autres stages, et bien sûr, dans le secteur automobile, chez Citroën, puis le service militaire, et enfin, j'ai été embauché chez Renault. C'est le début d'une aventure de métiers variés et souvent très différents, mais toujours passionnants. L'avantage d'un grand groupe comme le groupe Renault, et Renault-Nissan maintenant, et peut-être vous nous parlerez un peu de Mitsubishi tout à l'heure, il y a des possibilités extraordinaires de métiers, depuis la prévente, qui implique qu'on connaisse quand même assez bien les produits, qui implique les essais également, conditions extrêmes, de grand froid, le suivi de la qualité des fournisseurs, etc. L'élaboration du cahier des charges de ce qu'on a appelé la voiture à 5 000 $. Et bien sûr, pour moi, le top, ça a été la compétition automobile que j'ai dirigée pendant 6 ans et demi. J'ai eu la grande chance d'alterner ces jobs entre la France et l'étranger, aussi bien en Grande-Bretagne, Afrique du Sud, aux États-Unis, au Japon, en Suède, etc. Et j'ai quitté Renault en 2001. Voilà.
À ce moment-là, j'ai été pris par Pininfarina pour m'occuper de Matra en France en particulier. C'est à cette époque-là que j'ai repris l'association des ingénieurs et métiers dans le groupe professionnel automobile, qui est maintenant bien élargi, puisqu'on a à peu près toutes les alumni de toutes les grandes écoles d'ingénieurs et de management. Je voudrais remercier particulièrement la direction de l'école des arts et métiers, M. Laurent Carraro, Mme Amandine Béby pour l'organisation ici même, et Mme Frédéric Legrève, avec qui nous avons parlé de cela il y a déjà pas mal de temps, plusieurs mois, je dirais, et Mme Sophie Chazelle pour la Fondation Renault. Alors, il y a un professeur ici, le campus de Lille, Monsieur Philippe Dagobert, qui anime le master spécialisé VE, je ne crois pas que c'est le nom exact, mais c'est à peu près ça. Donc, en matière de véhicules électriques, il y a une formation au top ici même. Eh bien, maintenant, je vous remercie et je passe la parole à Florence Lagarde, qui est directrice de publication, de rédaction de autoactu.com, une grande spécialiste écoutée du secteur automobile. Monsieur Ghosn, vous êtes ici en tant que président de l'Alliance Renault-Nissan, président de Renault, président de Nissan. Et ma première question sera sur Mitsubishi. Quel sera le rôle de Mitsubishi dans l'Alliance? Il y a deux raisons pour lesquelles nous avons décidé de prendre 34% de Mitsubishi. D'abord, une raison stratégique et puis une raison financière. Mitsubishi n'est pas une entreprise inconnue. Mitsubishi travaille depuis très longtemps avec Nissan sur des accords ponctuels. Mitsubishi a aussi négocié avec Renault un certain nombre d'accords qui n'ont pas abouti d'ailleurs de fourniture. Donc c'est une entreprise que nous connaissions, avec laquelle nous travaillons. Donc quand ils ont eu le problème d'émission, qui s'est traduit du jour au lendemain par un effondrement de leur cours en bourse, puisqu'ils ont perdu plus de 50% de leur valorisation boursière dès l'annonce d'un doute et d'un problème sur les émissions, s'est posé tout de suite la question de savoir, nous, en tant que partenaire de Mitsubishi, qu'est-ce qu'on fait? On a deux options, on se retire ou on rentre. Il n'y avait pas moyen de rester neutre à la bordure de l'entreprise, puisqu'ils avaient manifestement besoin d'aide, et ils nous l'ont dit. Alors, nous avons décidé de rentrer. Nous avons décidé de rentrer donc pour deux raisons. Premièrement, stratégique, parce que, sans faire un très long discours, si vous voulez, l'industrie automobile aujourd'hui, elle a essentiellement deux piliers sur lesquels elle doit être compétitive. Un, l'innovation, on va beaucoup en parler, innovation technologique, innovation en matière de design, innovation en matière d'organisation. Et puis deuxièmement, l'échelle. C'est une industrie d'échelle. C'est-à-dire que, finalement, un constructeur automobile qui est plus gros qu'un autre constructeur automobile, s'il manage intelligemment son business, il a un avantage. Voilà. Donc, à partir du moment où on dit l'innovation et l'échelle sont les deux aujourd'hui les deux fondamentaux de l'industrie automobile, ben, nous avons tendance à vouloir croître, hein, donc à gagner en échelle. Donc, raison stratégique, on gagne en échelle avec une entreprise que l'on connaît, dont on connaît les avantages, on connaît les inconvénients, les forces et les faiblesses. Donc ça, c'est un premier point. Donc avec Mitsubishi, cette année 2016, nous allons boucler une année avec plus de 10 millions de voitures vendues, ce qui nous positionne largement dans les trois principaux groupes automobiles. Alors est-ce qu'on sera numéro 1, numéro 2, numéro 3? Ça va se jouer dans une fourchette. Hein. C'est à 20 000 voitures près. Hein. 20 000 sur 10 millions. Donc c'est 3 fois rien. Mais ce n'est pas tellement le classement qui est important. C'est le fait que quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez aucun désavantage en matière d'échelle vis-à-vis de qui que ce soit. Ceux qui sont à votre niveau, bah, vous n'avez pas de désavantage, et vous avez un avantage sur tous les autres constructeurs automobiles. Donc, ça, c'est la raison stratégique. Après, il y a une raison financière. Évidemment, quand nous avons acheté l'action Mitsubishi à 440 yens, c'est une action qui, avant le scandale, valait plus de 1000 yens, et qui, aujourd'hui, sans qu'on ait rien fait pour l'instant, vaut plus de 600 yens. Donc nous avons déjà eu une valorisation de notre investissement qui est de plus de 35%, alors qu'on n'a pas bougé. Donc voilà, il y a une bonne raison financière, c'est-à-dire je prends le contrôle d'un certain nombre d'assets que je vais valoriser,
évidemment, les marchés financiers sont très contents, puisque sans même qu'on ait annoncé un plan stratégique, sans même qu'on ait annoncé un budget pour l'année 2017 revu avec l'accord de Nissan, nous avons une très forte valorisation. Voilà les deux raisons. Le rôle dans l'alliance par rapport à Renault, par exemple, de Mitsubishi, on peut... C'est-à-dire que l'alliance est une organisation assez particulière. C'est pourquoi nous sommes en général très mal compris, puisque ce n'est pas une organisation classique. En général, quand les entreprises, c'est soit j'ai un contrat avec une autre entreprise, soit j'acquiers une autre entreprise, soit je suis acquis par une autre entreprise. Un système d'alliance dans lequel on déconnecte la participation financière du statut dans le cadre du travail en commun, c'est très rare. En général, quand ça a tenté, ça a toujours échoué. Nous fonctionnons comme ça depuis 1999. Depuis 17 ans, ça marche très bien. C'est-à-dire que Renault et Nissan ont une participation croisée. Renault a 44% de Nissan, Nissan a 15% de Renault, mais nous sommes deux partenaires. C'est-à-dire que c'est pas moi j'ai plus que toi, donc il faut que tu obéisses à ce que je te dis, ça ne marche pas. Ou Nissan dit moi je suis 2 fois plus gros que toi, donc tu dois faire ce que... Non, c'est pas ça. Nous sommes deux partenaires, nous travaillons de cette façon, il n'y a pas un avantage de l'un sur l'autre, et Mitsubishi va entrer dans cette même logique. Ce n'est pas parce que Nissan a pris 34% de Mitsubishi que Mitsubishi est un partenaire de deuxième catégorie, c'est un partenaire à égalité avec les autres, et ce n'est pas parce que Renault n'a pas de participation dans Mitsubishi que Renault ne va pas travailler avec Mitsubishi. Donc si vous voulez, il y a d'un côté les liaisons financières, actionnariales, et de l'autre côté, le partenariat industriel, qui sont complètement déconnectés. Alors, c'est très difficile, parce que la logique des marchés et la logique financière, c'est que moi, j'ai une plus grosse participation que toi, donc je dois quelque part diriger, je dois imposer, etc., etc. Ce qui est totalement contraire à toute la logique de l'Alliance. Donc, il y aura beaucoup de collaboration entre Renault et Mitsubishi. Il n'y aura pas de prise de participation forcément financière, mais il y aura une collaboration qui est basée sur le win-win, c'est-à-dire si Renault a intérêt à faire un projet avec Mitsubishi, que Mitsubishi a intérêt à faire ce projet avec Renault, on le fera. Très bien. On va passer aux questions du panel. Volkswagen a annoncé récemment que 25% de ses volumes en véhicules électriques à l'horizon 2025. Donc, quels seraient les objectifs de l'Alliance sur ce secteur? Oui. Nous, on n'a pas d'objectif à 2025. Je dirais, on a déjà du mal à annoncer des objectifs à 3 ans, des objectifs à 10 ans, chiffrés en pourcentage sur une nouvelle technologie. Dans tous les cas, moi, je ne le ferai pas. Je pense que c'est très, très aléatoire. Ce que nous avons par contre en tête, c'est que, comme vous le savez, l'Alliance Renault-Nissan a été la première à se positionner sur les voitures électriques. Nous étions les premiers à annoncer, en 2008, que nous allions transformer la voiture. La voiture électrique a toujours existé dans l'industrie automobile, mais elle a existé comme étant une technologie qui n'a jamais été commercialisée en masse. Jamais. Et elle n'a jamais été commercialisée en masse pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas les batteries nécessaires, ni les moteurs électriques nécessaires pour je dirais, répondre aux contraintes d'une voiture, puisque là, il y a des variations de rythme tout le temps, il y a des montées en puissance, et les batteries n'étaient pas capables de suivre ces rythmes-là. Donc, la voiture électrique a toujours été le rêve des ingénieurs depuis le démarrage de l'industrie automobile. Les Louis Renault, etc., ils rêvaient tous d'une voiture électrique, parce que la voiture électrique est beaucoup plus simple à concevoir, elle est beaucoup moins torturée que la voiture avec le moteur à combustion interne, qui est très compliqué. Bon. Comme il n'y avait pas la batterie, etc., donc la commercialisation de masse s'est faite sur le Internal Combustion Engine, c'est-à-dire le moteur à combustion interne. Mais à partir des années 2000, les progrès sur les batteries ont été tels que l'on commençait à envisager une voiture électrique. Donc nous avons été les premiers à y aller en 2008. Il n'y avait pas de batterie disponible en 2008, donc nous avons décidé de les faire. Donc nous avons décidé de faire des batteries, non pas parce que nous voulions tout faire tout seul, c'est parce qu'il n'y avait pas de batterie sur le marché. Donc nous nous sommes dit, très bien, c'est nous qui allons faire la batterie. Et nous avons lancé ça en 2008. En 2008, nous étions les seuls. Et nous avons lancé la Zoé de Renault, la Leaf de Nissan, la Kangoo électrique, etc. Toute une gamme de produits électriques, alors qu'il n'y avait personne. Les premiers qui ont suivi, ça a été Tesla, qui est venu en disant, moi je veux faire une voiture haut de gamme électrique. Après, il y a eu General Motors qui est venu avec la Volt, mais la Volt était plutôt un plug-in hybrid, c'est-à-dire un hybride électrique, beaucoup plus qu'une voiture électrique.
Et ça a duré comme ça pendant 4 ou 5 ans. Beaucoup de scepticisme, beaucoup de critiques. Oui, ils font de l'électrique parce qu'ils ne savent pas faire de l'hybride, ils font ceci, ils font cela, etc. Jusqu'au moment où les raisons pour lesquelles nous avons lancé la voiture électrique ont commencé à devenir évidentes pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas la crise du pétrole, c'est pas la cherté du pétrole, c'est pas la dépendance du pétrole, c'est pas ça qui a joué, c'est les émissions. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique dans laquelle nous savons très bien, si on regarde un peu plus loin que le court terme, que l'industrie automobile ne peut pas se développer sans zéro émission. Elle ne peut pas. L'équation, elle est très simple. On regarde le climate change, toutes les contraintes en matière de climatologie et d'émissions. On regarde d'un autre côté les besoins en matière de motorisation mondiale. Je ne parle pas des voitures à Paris ou à New York ou à Tokyo, ça c'est saturé. Je parle des voitures en Russie, en Chine, en Inde, au Brésil, en Afrique, au Moyen-Orient. On est loin du compte. On est très loin du compte. Bon, donc quand on regarde ça, on dit il faut à tout prix des voitures zéro émission. Nous avons lancé cela, nous étions les seuls. Aujourd'hui, nous avons plus de 50% part de marché sur les voitures électriques dans le monde. On a plus de 50% du parc automobile électrique dans le monde. On a vendu plus de 400 000 voitures électriques. Donc nous avons une flotte électrique très importante. Donc tous les constructeurs automobiles maintenant disent « Ah ben nous allons arriver avec les voitures électriques ». Bon. Tous ceux qui disaient il y a 4 ans, c'est une fumisterie, ça n'arrivera jamais. Non, mais il faut quand même regarder la source de l'évolution de la voiture électrique, dont le groupe Volkswagen, dont le patron avait dit clairement ça n'arrivera pas avant 15 ans, etc. Et donc aujourd'hui, ils disent non, nous voulons avoir 25% de nos volumes. Ils vont venir avec une vingtaine de voitures électriques avant 2025. Moi, je considère ça comme c'est une chance que tout le monde y arrive, parce que quelque part, ça va rendre la technologie beaucoup plus crédible vis-à-vis des consommateurs, et ça va pousser à la commercialisation de masse de la voiture électrique. Je pense qu'il est très difficile pour quelqu'un de dire en 2025 quel sera le pourcentage de voitures électriques dans le monde, pour une raison très simple, c'est que ça ne dépend pas que des industriels, ça dépend aussi des gouvernements. Parce que la voiture électrique, elle dépend de l'infrastructure. Vous imaginez bien que s'il n'y avait pas de pompe à essence, il n'y aurait pas de voiture à combustion interne. On est dépendant de l'infrastructure de chargement. Donc c'est la même chose en ce qui concerne les voitures électriques. Nous dépendons des infrastructures de charge et nous dépendons aussi, au départ, d'un certain nombre de subventions aux consommateurs pour qu'ils achètent la voiture électrique pour nous permettre d'atteindre l'échelle qui est nécessaire pour que la réduction de coûts commence à jouer. Donc ça va se développer très vite. D'ici à dire en 2025 quel va être le pourcentage des ventes qui sont, moi je trouve que c'est un peu osé. Ceci étant dit, nous avons l'intention de rester leader des voitures électriques dans le monde. Voilà. Nous, notre positionnement, c'est de dire, nous avons pris l'avantage, aujourd'hui nous avons plus de 50% de part de marché, nous voulons rester numéro 1 des voitures électriques. Vous savez, c'est très simple, Quand les hybrides se sont développés, tous ceux qui pensent hybride pensent Toyota. Pourquoi ? C'est Toyota qui a lancé l'hybride et qui l'a imposé. La voiture électrique, nous voulons que voiture électrique, c'est Renault-Nissan. Nous avons lancé ces voitures. Aujourd'hui, la Zoé est la voiture électrique la plus vendue en Europe. La Leaf de Nissan est la voiture électrique la plus vendue dans le monde. Et ce que nous souhaitons, c'est que le groupe continue à se positionner en numéro 1 sur les voitures électriques. Justement, l'Alliance a fait le choix de véhicules électriques. Est-ce qu'il pense investir en véhicules hybrides en France et en international ? Oui, nous avons des hybrides. Mais je dirais, sur les hybrides, nous sommes plutôt des followers. Nous n'avons pas l'intention de faire de l'hybride une technologie de pointe pour nous. Il y a des demandes sur les hybrides particulières dans le monde. Nous suivons, nous fournissons des hybrides. Nous avons des hybrides sur Infiniti, nous avons des hybrides surtout c'est des voitures de haut de gamme. L'hybride est en fait en directe concurrence avec le diesel. C'est pourquoi on n'en voyait pas beaucoup en Europe. Par contre, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup au Japon, où la technologie diesel n'existe pas. Mais ce n'est pas une technologie que nous poussons. C'est une technologie pour laquelle nous suivons, pour laquelle nous voulons être compétitifs. Chaque fois qu'on a le choix, on va sur l'électrique. Si on a le choix entre électrique, hybride, nous allons sur l'électrique. Si on n'a pas le choix, nous allons sur l'hybride. Voilà un peu la stratégie que nous suivons en matière d'hybride. J'ai une question sur le marché chinois. Les objectifs ambitieux de développement du parc de véhicules électrifiés en Chine, est-il une chance pour l'Alliance ?
Ah oui, c'est une chance, bien sûr, c'est une chance. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'année 2016, il y aura à peu près 500 000 voitures électriques qui seront vendues dans le monde. 500 000 voitures électriques, c'est beaucoup, en même temps c'est peu. Bon, 500 000, c'est déjà très bien. Hein. Il faut dire qu'il y a 5 ans, il n'y avait pratiquement rien. On était à 20 000, 30 000. Aujourd'hui, on est à 500 000. Donc il y a un taux de croissance phénoménal. Sur les 500 000 voitures électriques vendues dans le monde, sur 90 millions, tous les ans, il se vend 90 millions. Juste pour vous donner l'ordre de grandeur. Il y a 1 milliard de voitures qui circulent sur la planète tous les jours. 1 milliard. Il y a 90 millions de voitures qui sont vendues tous les ans. Et il y a 500 000 voitures électriques en très forte croissance. La Chine, cette année, représente un tiers du marché électrique. Donc, croissance très très forte en Chine. Essentiellement concentrée sur les petites voitures électriques, des petites voitures urbaines. Extrêmement poussée par le gouvernement chinois, qui, comme vous le savez, a des problèmes d'émissions, des problèmes de pollution, qui sont très importants. Donc, le fait que le gouvernement chinois pousse à la voiture électrique, et surtout dans les milieux urbains, est une opportunité pour nous. Alors aujourd'hui, les voitures que nous offrons sont trop chères par rapport à ce que le marché chinois est capable d'absorber. La Leaf est présente, par exemple, en Chine, mais on ne la vend pas parce qu'elle est trop chère. Trop sophistiquée, trop chère, trop d'autonomie, etc. Donc, nous sommes en train d'adapter notre offre pour venir avec une voiture beaucoup moins chère, électrique beaucoup moins chère. Quand on dit beaucoup moins chère, la Leaf aujourd'hui se vend à peu près, disons, en Chine à 35 000 $, pour donner un ordre de grille. Ce qui se vend en Chine, c'est 8 000 $. Oui. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes performances. Hein. C'est pas les mêmes performances. Oui, mais c'est à nous de nous adapter au marché. Hein. C'est pas le marché. Si j'amène une voiture que le marché ne l'achète pas, c'est moi qui ai tort. Hein, c'est pas le client qui dit il ne sait pas ça. Non, c'est moi qui ai tort. Donc il faut que j'adapte la voiture au marché. Donc nous sommes en train aujourd'hui de concevoir en Chine, avec des ingénieurs chinois, dans nos équipes, une voiture électrique qui puisse se vendre à moins de 8 000 $. Alors évidemment, l'autonomie sera de l'ordre de 100 km à tout casser, alors que, comme vous le savez, la Zoé qu'on vient de lancer est à 400 km d'autonomie. Enfin, je dirais, il y aura bien sûr des gradations de la performance, mais je pense que la Chine sera un très gros marché électrique, et je pense que c'est une opportunité pour l'industrie, à condition que l'industrie s'adapte à cette demande. On constate qu'il y a un transfert de la recherche entre les équipementiers, des constructeurs vers les équipementiers. Est-ce que ce n'est pas une perte de savoir-faire pour les constructeurs ? Je vais vous dire un peu dans quelle logique nous sommes. Le groupe Renault, Nissan, bon, rajouter Mitsubishi, quoique Mitsubishi est une bien plus petite entreprise, puisque pour donner l'ordre de grandeur, Nissan vend 5 700 000 voitures par an, Renault est à 3 200 000 cette année, et Mitsubishi sera 1 million de voitures. Hein, donc juste pour vous dire un petit peu, donc vous avez 5,7 millions, 3 millions 2, 1 million, donc c'est un peu le cadet, hein, c'est le petit qui rejoint l'ensemble de l'Alliance. L'ensemble fait un chiffre d'affaires aujourd'hui de 170 milliards d'euros. Sur les 170 milliards d'euros, aujourd'hui, nous investissons tous les ans en R&D, indépendamment des investissements capacitaires, etc. Nous investissons tous les ans 8 milliards d'euros. Il y a 8 milliards d'euros sur la recherche et sur le développement. Ces 8 milliards d'euros sont en croissance très forte. C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance de la recherche qui est de l'ordre de 8 à 10% par an. Donc tous les ans, on rajoute 1 milliard d'euros pratiquement. Bon. Donc, alors, le problème auquel on a à faire face, c'est que la croissance, les besoins sont très forts. Les besoins de développement, les besoins de recherche sont très forts. Parce que vous imaginez que nous devons développer des caisses différentes entre le pick-up truck, l'entrée de gamme, la berline, le SUV, etc. Vous imaginez la multiplication des corps, mais en même temps, les technologies, notamment de motorisation. Dans le temps, il y avait le moteur à essence, puis en Europe, le moteur diesel. Là, il y a le moteur à essence, le moteur diesel, l'hybride, les différents hybrides. Il y a l'hybride normal, il y a le plug-in hybride, il y a la voiture électrique, il y a la pile à combustible, il y a le gaz naturel, il y a le flex fuel, par exemple, au Brésil, où vous pouvez utiliser, etc. Donc, vous êtes en face d'une explosion technologique à laquelle vous devez faire face. Alors, les grands groupes ne peuvent pas faire d'impasse. Un petit constructeur, il dit, bon, je fais l'impasse sur le diesel, je vais acheter mes diesels chez le concurrent, ou je fais l'impasse sur l'électrique, ou je ne fais pas d'hybride. Mais les grands groupes, quand vous vendez 10 millions de voitures et que vous aspirez à devenir le leader mondial, ou un des leaders mondiaux,
forcément, vous devez développer toutes les technologies, vous ne pouvez pas faire d'impasse. Donc aujourd'hui, notre logique, c'est de dire comment je concentre mes ressources de recherche et développement sur mon cœur de métier. Donc tout ce que je peux faire par mes fournisseurs ou par mes partenaires, je vais le faire de façon à dégager le terrain pour ce que j'appelle des technologies qui sont cœur de métier. Donc nous sommes tout le temps à la recherche de qu'est-ce qu'on peut externaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas pour faire moins, mais c'est pour faire mieux ce qu'on doit faire, tout en sachant que ça va être une croissance entre 8 et 10% tous les ans. Voilà la logique. Donc, on va continuer à externaliser, mais l'externalisation, ce n'est pas parce qu'on réduit nos coûts, c'est parce qu'on veut contrôler la croissance en matière technologique, puisque si vous ne contrôlez pas votre croissance en matière technologique, soit vous venez avec des technologies qui sont médiocres, hein, vous faites beaucoup, mais vous ne faites pas très bien, soit vous vous occupez de technologies que les fournisseurs font pour d'autres constructeurs, et que par contre vous abandonnez des domaines qui sont le point fort de l'offre compétitive et que les fournisseurs ne font pas. Je vous donne un exemple, parce que là il n'y a pas de vérité. En 2008, nous avons fait nos batteries, parce qu'il n'y avait pas d'offre batterie des fournisseurs. Aujourd'hui, LG Chemical, Samsung, Panasonic, Continental, 3 ou 4 constructeurs de batteries chinois sont tous sur les rangs. Et ils font de très bonnes batteries. Donc, notre réaction, c'est de dire, oh, très bien, il y a une offre concurrente, les batteries sont en train de développer, donc je vais de plus en plus pousser le développement des batteries chez les fournisseurs. Parce que ce n'est plus une offre qui me pénalise. Et je consacre des ressources de développement sur des voitures électriques propres. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont des berlines, mais vous allez voir arriver des crossovers, des voitures premium, des petites voitures électriques. Donc nous nous concentrons sur notre cœur de métier. Donc, voilà, donc il ne faut pas voir ça comme étant nous externalisons parce que nous voulons réduire ou nous ne savons pas faire. Nous externalisons pour continuer systématiquement à nous centrer sur les technologies qui vont faire de nous des entreprises beaucoup plus attractives et beaucoup plus compétitives. Nicolas. Bonjour, je suis Nicolas Ménigoz, je suis élève bidiplômant entre Centrale Supélec et les Arts et Métiers d'Angers. Je suis en phase de réalisation d'une start-up avec mon associé Vincent Jacquemart qui est placé au premier rang. La start-up s'appelle iFollow, elle consiste en la création d'un chariot. T'as une carte autonome. de visite? J'ai une carte de visite. Vas-y, donne ta carte de visite. Ah, c'est gentil, tenez. Ah, vous êtes gentil. Et ma question concerne les start-up, évidemment. À l'aube du véhicule connecté, autonome, comment l'Alliance Renault-Nissan envisage la collaboration entre Renault-Nissan et les start-up? Bon, d'abord, je voulais vous féliciter, hein, parce que s'engager dans une start-up, c'est courageux. Hein. Non, c'est vrai, hein, c'est courageux. Parce que moi, je suis assez impressionné, parce que je sais que tous les jeunes adorent les start-up, y compris mes enfants, hein, ils sont tous dans des start-up, ils ont démarré des start-up. Alors, ils bossent comme des fous, ils touchent pratiquement rien, ils n'ont pratiquement pas de salaire. Moi je les embauche immédiatement, hein, s'ils venaient, parce que j'ai jamais vu un engagement aussi fort. Nous travaillons vraiment, nous essayons d'imaginer comment nous allons améliorer l'engagement de l'ensemble. On a quand même 450 000 personnes dans le groupe, comment on peut améliorer l'engagement, la motivation, etc. Et là, les startups, c'est pas la peine, hein. Il n'y a pas de speech, il n'y a rien du tout, ils sont engagés à 100%, pratiquement pas de salaire, tout en sachant que, comme vous le savez, 90% des startups ne réussissent pas. Non, je vous décourage pas. Hein. Je vous décourage pas. Je vous dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de dire, j'ai 90% de chances de me planter, je travaille pour pas grand-chose, mais je donne le maximum de moi-même. Il y a quand même un phénomène extraordinaire dans les startups, donc vous avez beaucoup de courage. Mais attention, il y a quand même 10% de gens qui réussissent, et ceux qui réussissent très bien. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est... Alors, comment nous travaillons avec les startups? Il y a plusieurs façons de travailler. D'abord, premièrement, de temps en temps, on rencontre des startups, on dit, oh là là, ils sont sur quelque chose qui est exceptionnel, c'est très intéressant. Il y a des ingénieurs, parce qu'en général, c'est souvent les ingénieurs qui nous intéressent dans les startups, qui sont très intéressants, nous achetons. Première chose, nous achetons la startup. Ce qui est d'ailleurs... Le rêve de toutes les startups, c'est de développer, puis à un certain moment, de se faire acheter. Hein. Donc ça, c'est une première option. Deuxième option, très intéressant, mais ils sont un peu sauvages, ou ils ne vont pas être intégrés dans un grand groupe.
mais nous voulons quand même savoir ce qu'ils vont, etc. Donc nous prenons une participation. Deuxième façon. Donc on laisse la majorité du capital aux pionniers, mais on prend 30-40%, ce qui leur permet d'avoir du cash et de continuer à développer. Deuxième option. Troisième option, on fait une commande technologique. On traite la start-up comme un fournisseur. On dit, bah, très bien, vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur une technologie ou sur une brique particulière, ça nous intéresse. Donc nous voulons signer avec vous un contrat en disant, vous développez cette technologie et nous achetons cette technologie, mais nous ne touchons pas à votre structure financière. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de travailler avec les startups. Alors actuellement, ce sont surtout des startups qui nous amènent des briques technologiques autour des grands projets, voitures électriques, voitures autonomes, voitures connectées, etc. etc. Mais ça peut être aussi des startups qui viennent sur comment mieux commercialiser nos voitures, comment réduire nos coûts, comment rendre l'entreprise plus agile ou plus rapide. Ça aussi, ça nous intéresse. Moi, j'avais une question sur le véhicule autonome. Je voulais savoir d'ici combien de temps il devrait sortir et est-ce qu'il ne va pas exister des freins, par exemple les infrastructures, la législation et aussi les mentalités. Oui. D'abord, mademoiselle, une précision. Pour vous, une voiture autonome, c'est une voiture dans laquelle il y a quelqu'un ou il n'y a personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est autonome ou c'est sans chauffeur? Sans chauffeur. Ah, c'est sans chauffeur. Ouais. Parce que il faut quand même savoir qu'il y a deux notions très différentes sur lesquelles nous travaillons. Il y a la voiture autonome, mais il y a un chauffeur. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, c'est de donner plus de pouvoir au chauffeur, de conduire quand il veut, ne pas conduire quand il veut, rendre la conduite beaucoup plus plaisante, vous permettre de travailler pendant que vous conduisez, etc. etc. Donc ça, c'est ce que nous appelons la voiture autonome. Donc, vous êtes dans la voiture et vous décidez si vous allez conduire ou pas, de manière très sûre. Et puis après, il y a les voitures sans chauffeur. Donc je vais toucher un mot sur les deux et vous donner des échéances sur les deux. Alors, la voiture autonome, ça a commencé. Parce que les degrés d'autonomie, nous les classons en 3 catégories. C'est autonomie, autoroute, une ligne, autonomie, autoroute, plusieurs lignes, et autonomie urbaine. Voilà, il y a 3 étapes. Alors aujourd'hui, nous avons déjà lancé des voitures autonomes, autoroute, une ligne. C'est déjà fait. 2016. Des voitures autonomes, plusieurs lignes sur autoroute, 2018. Et voitures autonomes en ville, 2020. Voilà, vous avez l'échéance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans la voiture, vous êtes sur l'autoroute, il y a un moment, pour un certain nombre de raisons, vous n'avez plus envie de conduire, vous mettez en voiture autonome, et là, vous pouvez enlever vos mains, envoyer un email, avoir une discussion, avoir un siège rotatif, ne même pas regarder la route, etc. C'est tout à fait possible. Mais tant que vous êtes sur une voie. 2018, la voiture pourra faire des dépassements. Elle peut ralentir, faire des dépassements, elle prendra des décisions en toute sécurité sur l'autoroute. Et puis 2020, elle fera la même chose, mais en ville. Bon, aujourd'hui, nous avons des prototypes qui circulent en ville de manière autonome. Moi-même, j'ai testé le prototype sur lequel nous avons travaillé. Alors, nous avons des autorisations dans certaines villes pour faire circuler ces voitures-là. Là, pour l'instant, c'est Palo Alto, aux États-Unis. Nous avons un laboratoire qui travaille essentiellement sur la voiture autonome. Moi, j'étais dans une voiture dans laquelle il n'y a plus rien à faire. Hein. Vous mettez l'adresse à Palo Alto, la voiture vous conduit. Hein. Elle détecte le feu rouge, le feu vert, le passant, la vient, tout. Bon. Donc, mais attention, il faut passer du prototype à ça arrive dans tous les cas, dans toutes les villes. Ce qui est loin d'être... parce que tant qu'on est à Palo Alto ou à Tokyo, où les gens suivent à peu près à la lettre le code de la route ou l'infrastructure, etc., ça va. Vous imaginez si vous êtes à Mumbai ou au Caire ou à Rio, c'est une autre affaire. Non, mais il faut qu'on intègre tout ça. C'est-à-dire que la voiture considère que tous les conducteurs sont raisonnables, hein, et qu'ils suivent tous le code de la route. Puisque la voiture autonome, elle respecte tout. Elle respecte la limitation de vitesse, elle respecte le feu rouge, etc. Alors vous imaginez, nous, il faut qu'on imagine des situations, par exemple, à Rio, pour des raisons de sécurité, après 10 heures du soir, les gens ne s'arrêtent plus au feu rouge. Non, mais bien sûr. Et puis, vous êtes à Mumbai, il y a des gens qui prennent le rond-point en sens inverse. Oui, mais il faut qu'on intègre tous ces éléments en disant qu'est-ce qui se passe si vous mettez une voiture autonome dans ces conditions. Parce que finalement, c'est nous qui avons la responsabilité, si vous voulez, de ces technologies. Donc, ça, c'est 2016, 2018, 2020. Alors après, il y a ce qu'on appelle le robot-taxi ou la voiture sans chauffeur, qui intéresse Apple, Uber, Google et tout le monde.
parce que là, il y a un but commercial. Et ça, à mon avis, c'est plus lointain que 2020. Alors, vous me dites, comment c'est plus lointain? On entend, on voit à la télévision des voitures sans chauffeur qu'on nous montre déjà. Oui, prototypes dans des périmètres déterminés, il y en a plein. Hein. Nous faisons circuler des voitures robots dans nos usines. Nous avons ces voitures qui vont livrer des pièces, reprendre des pièces de manière totalement automatique. Sauf que il y a des problèmes, bien sûr, de sécurité. Cybersécurité sur des voitures où il n'y a pas de chauffeur, c'est quand même un sacré problème qui n'est pas traité. Il y a le régulateur qui doit donner son accord parce que lui, il ne veut pas que la voiture fonctionne à 99%, il faut que la voiture fonctionne à 100%. On n'y est pas, il y a encore des problèmes techniques. Et puis il y a quand même aussi un problème social derrière qui n'est pas évident, c'est que les chauffeurs de taxi, c'est quand même une population très importante. Hein. Et puis se retrouver avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes au chômage, parce que vous avez développé une technologie comme ça, c'est pas quelque chose que les gouvernements vont décider allègrement. Hein. D'autant plus que ça, c'est valable pour les voitures et pour les camions. Hein. Il y a quelqu'un qui me disait que aux États-Unis, la population des chauffeurs de camions, c'est plus de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes. Donc, vous imaginez dans le contexte actuel, avec l'administration américaine actuelle, qui dit qu'il faut développer des emplois aux États-Unis, il faut... Hein, quelqu'un va dire, ah ben tiens, moi, j'ai une bonne idée, je vais éliminer 3 millions d'emplois qui sont tous des chauffeurs de bus. Je ne vois pas vraiment l'administration américaine autoriser ou donner des réglementations qui vont permettre d'éliminer facilement ces emplois. Donc, il y a quand même sur la voiture sans chauffeur ou le camion sans chauffeur, il y a quand même des problèmes sociaux, des problèmes de cybersécurité, des problèmes de réglementation qui vont faire que, à mon avis, ça prendra beaucoup plus de temps que ce que beaucoup de personnes en disent. Donc, nous voyons ça plutôt 2025-2030 et encore dans des conditions particulières où, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de chauffeurs ou dans des villes particulières, mais à mon avis, pas facilement de manière générique. Jean, c'est à toi. Volvo a annoncé d'ici 2020 de pouvoir arriver à construire une voiture totalement sécurisée. Quelle est la réponse de l'Alliance? La voiture totalement sécurisée, vous savez que 90% des accidents de voiture sont dus à une erreur humaine. 90%. Donc, la voiture totalement sécurisée, c'est qu'il faut éliminer le chauffeur. Ben oui, je ne vois pas comment vous pouvez sécuriser la voiture si vous avez quelqu'un qui est ivre dans la voiture, qui est sous influence, qui s'endort, qui fait autre chose pendant qu'il devrait conduire. Enfin, je dirais, quand on regarde les statistiques des accidents de voiture, je dirais c'est le comportement humain qui est à la base de l'accident. Hein. Plus de 90%. D'ailleurs, c'est la même chose sur les avions. Hein. Si vous regardez toutes les tragédies de l'aviation, elles sont toutes dues à des comportements humains, à des erreurs humaines. Bon, la dernière catastrophe qu'il y a eu malheureusement avec une équipe de foot brésilienne, etc., il n'y avait plus d'essence. Il n'y avait plus d'essence dans l'avion. Ils avaient fait mauvais calcul, etc. Donc, c'est dramatique. Donc, la voiture ou l'avion sans accident, c'est intelligence artificielle, plus d'intervention humaine, surveillance humaine, mais plus d'intervention humaine. Or, le problème qui se pose ici, c'est que c'est souvent mal accepté. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des avions fonctionnent sans intervention du pilote. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui monteraient dans un avion si on leur disait « Tiens, cet avion n'a pas de pilote ». Vous voyez? Donc, on est dans une situation dans laquelle on veut la présence humaine, mais en même temps, on veut la sécurité. Donc, moi, je ne pense pas à des sécurités 100%, sauf à complètement éliminer toute intervention humaine, ce qu'on n'est pas prêt encore à admettre. Voilà. Donc, Volvo qui annonce 2020 la voiture 100%, sécurité, ben, ça dépend ce qu'on dit par sécurité. Hein, comment on la définit. Mais ce qu'il faut, c'est éliminer l'intervention humaine, si vous voulez, de façon à permettre cela. Nicolas. Oui, j'avais une question sur la Trésor en particulier. Vous l'avez fait paraître au grand jour au Mondial 2016. Elle a fait sensation. Et en quoi elle reflète la flotte de l'Alliance dans les années à venir? C'est-à-dire, si vous voulez, à l'intérieur c'est un concept car. Un concept car, ce sont des
des couleurs, ce sont des formes, ce sont des pièces technologiques, ce sont des fonctionnalités qu'on met dans la voiture pour faire réagir les personnes qui viennent au salon. Le salon de Paris est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le salon de Paris est le salon le plus populaire au monde. Plus que Pékin, plus que Francfort, plus que New York, plus que etc. Le nombre de visiteurs au salon de Paris positionne de visiteurs publics positionne le salon de Paris comme numéro 1 mondial. Donc, si vous voulez, nous avons plusieurs millions de personnes qui viennent au salon de Paris et qui réagissent par rapport à ces produits et par rapport au concept car. Donc, pour nous, c'est une source d'information sur qu'est-ce qui fait réagir le public, qu'est-ce qui fait pas réagir, qu'est-ce qui les intéresse. Donc, mettre des concept cars, c'est mettre dedans des bribes de technologie, des bribes de fonctionnalité, des bribes de design, et puis voir un petit peu comment le public réagit. Par exemple, Trésor a eu un très bon accueil par le public. Il y a eu énormément. Bon, donc, ça nous rassure sur les formes qui ont été mises en place et sur un certain nombre de fonctionnalités qui étaient dans Trésor. Mais je vous rassure, vous ne verrez pas une voiture comme Trésor sur les routes. Hein. Ce ne sera pas le cas. Florian. Oui. Alors Renault actuellement est le seul constructeur français en Formule 1. Donc quels sont les objectifs, les enjeux et l'intérêt d'avoir une branche sportive et comment les innovations et les compétences profitent à l'un et à l'autre? Bon, là je parle de Renault, hein, je ne parle pas des autres constructeurs. Il y a d'autres constructeurs qui sont en Formule 1, ils ont peut-être d'autres raisons. Mais nous, la raison pour laquelle nous avons décidé de rentrer comme équipe entière de Formule 1 au-delà du motoriste que nous étions, parce que nous continuons à fournir des moteurs à Red Bull, mais le fait que nous ayons décidé de prendre notre propre équipe, de l'appeler Renault, c'est essentiellement pour des raisons de marketing de la marque Renault dans les pays émergents. Bon, alors je vais expliquer ça en termes simples. La marque Renault est très connue en France, elle est très connue en Europe. Elle est beaucoup moins connue en Chine, elle est moins connue en Inde, elle est moins connue dans un certain nombre de pays africains, elle est moins connue au Moyen-Orient, elle est moins connue dans certains pays d'Amérique du Sud. Et nous cherchons des véhicules pour faire connaître la marque. Or, la Formule 1, c'est le sport le plus populaire au monde. Bon, alors c'est du même niveau que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de foot, sauf que la Coupe du Monde de foot, c'est une fois tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. La Formule 1 draine à peu près 400 à 500 millions de personnes qui regardent, soit en direct, soit en indirect, les courses de Formule 1 dans le monde, tout le temps. Or, il y a une vingtaine de courses. Donc, vous avez un public captif qui regarde des voitures, qui est sensible à tout ce qui tourne autour de la technologie, de la marque, etc., qui est très important. Particulièrement très populaire dans des pays qui nous intéressent. C'est populaire en Chine, c'est populaire en Amérique du Sud, c'est populaire au Moyen-Orient, c'est populaire, etc. Donc nous voulons à tout prix faire connaître la marque au travers de la Formule 1. Alors évidemment, ça c'est important si vous gagnez. Hein. Si vous terminez tout le temps dernier dans vos courses, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Bon, donc il y a un pari quand même en Formule 1, c'est-à-dire il faut que votre technologie soit une technologie compétitive, il faut qu'elle puisse donner lieu à des victoires et que ces victoires fassent apparaître par exemple la robustesse de vos moteurs, la justesse de vos choix aérodynamiques, etc., que logiquement les gens devraient retrouver dans les voitures qu'ils achètent. Bon, voilà, alors en plus Renault a une très longue histoire en Formule 1, nous sommes le seul constructeur généraliste présent en Formule 1, puisque les deux autres, c'est Mercedes, c'est du premium, et Ferrari, c'est du ultra premium. Bon, donc nous sommes le seul généraliste. Et deuxièmement, nous avons gagné plus d'une douzaine, soit le championnat du monde, soit le championnat des constructeurs, soit le championnat des pilotes. Donc nous avons peut-être gagné plus d'une fois sur 3 les courses de Formule 1. Donc nous avons une histoire en Formule 1, mais nous voulons recapitaliser sur la Formule 1 pour faire connaître la marque. Ching. Monsieur Cohn, vous avez un parcours international. Comment peut l'entreprise faire du multiculturel une véritable force? Vous savez, le multiculturel, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité pour moi, ce sera encore plus une réalité pour vous. La réalité, c'est que les marchés
il n'y a pratiquement plus de marchés réservés, les marchés sont globaux. Hein. Et toutes les tentatives de faire du protectionnisme, elles vont être de courte durée, et ça va se transmettre par un tel mécontentement de la population qui est censée être protégée, que ça ne va pas durer très longtemps. Bon. Donc, vous allez vivre, vous encore plus que moi, dans un monde globalisé. Donc vous allez être sur un marché mondial. Donc, le multiculturel, c'est une donnée qui est évidente. Nous avons 450 000 personnes dans le groupe. Nous avons des Chinois, des Russes, des Japonais, des Français, des Allemands, des Anglais, des Brésiliens, etc. Personne n'a envie d'être citoyen de deuxième zone, hein, même si on est dans un groupe français ou dans un groupe japonais. Aujourd'hui, cette nouvelle génération a envie de jouer comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut, faire participer toutes les cultures à la vie de l'entreprise, et deux, quand vous faites des communications et quand vous parlez à l'ensemble des personnes qui constituent votre entreprise, vous devez parler au-delà des cultures, tout en respectant les cultures, tout en intégrant le fait que un Japonais n'a pas la même réflexion, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes critères qu'un Chinois, qui n'a pas les mêmes qu'un Français, qu'un Allemand, qu'un Anglais, qu'un Américain, qu'un Brésilien, etc. Donc, le multiculturel, c'est une réalité, qu'on l'aime ou pas, je dirais, peu importe. Hein. Il faut faire avec. Or, le multiculturel, c'est une richesse parce que votre marché, par définition, il est multiculturel. Par définition. Nous vendons 10 millions de voitures. Je peux vous classer combien de voitures sont achetées par des Chinois par rapport aux Américains, par rapport aux Français, par rapport, etc. Nous les classons. Hein. Et nous devons nous adresser à tout le monde. Et nous avons plus de 450 000 employés, et on peut les classer par catégorie. Donc, il faut que nous adressions à nos propres employés au-delà des cultures, et il faut que nous nous adressions à tous nos clients au-delà de nos cultures. Donc, forcément, le fait d'être habitué à travailler au travers des cultures va vous préparer au monde dans lequel vous allez être. Il va vous préparer. Parce que si vous êtes dans votre culture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, enfermé dans votre culture, avec vos paradigmes, avec vos valeurs, etc., vous allez être incapable de communiquer avec la population qui travaille avec vous ou avec vos clients. Et les différences culturelles, elles sont importantes, il faut quand même les intégrer dans le management. Alors, évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit des tas de gens qui font des tartines sur la fin de la globalisation, la remontée du protectionnisme. C'est une farce. Hein. C'est une farce. Aujourd'hui, le problème auquel on a à faire face, c'est que les gens ont oublié les avantages de la globalisation, ils n'en voient que les inconvénients. Bon, donc forcément, il y a un rejet. Mais dès qu'on rappelle tous les avantages de la globalisation, il y aura un meilleur équilibre. Mais il faut quelqu'un qui le fasse. Parce que si ça ne se fait pas, vous allez aller vers un certain nombre de décisions et vous allez reculer sur les décisions quand vous allez voir la facture. Bon. C'est quelque chose qui n'est pas loin de se passer en Europe. Hein. Bon, je ne dirais pas où, mais on va voir ce qui va se passer. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les entreprises ne peuvent plus vivre sans un marché global. Hein. Moi, je ne vois pas un constructeur automobile qui va vendre que des voitures en France ou en Europe. C'est impossible. Et d'ailleurs, vous voyez que tous les constructeurs automobiles, ce qu'ils cherchent à faire, c'est s'étendre sur tous les marchés mondiaux. Et moi, je ne vois pas aucun constructeur qui abandonne des marchés et qui dit « moi, je vais me replier sur ma base ». On a tous tendance à vouloir aller de plus en plus large et à s'adresser aux populations les plus importantes. Mais dans le temps, il ne s'agissait que de produits. Mais maintenant, avec le développement de la digitalisation et de l'Internet, mais même les services. Aujourd'hui, nous avons un centre de recherche pour Renault qui est basé en France, qui est connecté à un centre de recherche en Roumanie, qui est connecté à un centre de recherche en Inde, à Chennai, qui est connecté à un centre de recherche à Curitiba, au Brésil, qui est connecté au centre de recherche de Nissan qui est au Japon, qui lui-même est connecté à un centre de recherche qui est basé au Vietnam, qui est connecté au centre de recherche d'Avtovaz qui est en Russie. Donc, vous voyez, on est tout le temps en vidéoconférence avec des tas de pays dans le monde. Mais tout le temps, mais en réel, mais en simultané, c'est même plus on envoie une lettre, etc. Donc, le multiculturel, la vie en simultané dans différentes cultures, ce n'est même plus une option. Ce n'est même plus une option. Donc, autant s'y préparer, c'est une force, parce que sans cette force, sans ce savoir-faire, à mon avis, les entreprises n'iront pas très loin. Alors, on arrive à la fin de cette première partie et Mathilde va poser la dernière question pour le panel. Oui, alors ma dernière question, c'est plus global. Vous sortez donc d'une grande école d'ingénieurs.
quels seraient les conseils que vous donneriez à nous qui allons bientôt être diplômés? Les conseils. Alors, premièrement, bon, quand on est jeune, quand on a votre âge, faites pas beaucoup de plans. Hein. Ne faites pas beaucoup de plans parce que vous êtes sûr de ne pas les faire. Vous allez faire autre chose. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite, vous pouvez planifier si vous voulez, mais vous allez avoir tellement d'opportunités, de virages, de surprises, que finalement, vous ferez autre chose. Ou, si vous voulez faire un plan, ne vous collez pas trop au plan. Dès qu'il y a une opportunité qui vient vous dévier de votre plan, prenez-la. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier qu'à la base du succès, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que vous vous rendiez indispensable. Alors, comment on se rend indispensable? Ben, on se rend indispensable en apportant un savoir-faire, une sensibilité que les autres n'ont pas su développer. Quelque chose qui vous rend unique. Si vous voulez réussir, si vous voulez devenir quelqu'un qui est fortement contributeur, qui est très valorisé, que les gens s'arrachent, il faut que vous ayez une unicité. Cette unicité, elle n'est pas uniquement dans le savoir. Elle est aussi dans l'être. Ce que les gens souvent oublient. Les gens qui percent le plus dans les entreprises, ce sont des gens qui contribuent, mais aussi qui sont des gens que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Parce que ce sont de bons équipiers, parce que ce sont des gens optimistes, parce que ce sont des gens qui ne font pas des phrases mais qui agissent, parce que ce sont des gens qui essaient de trouver des solutions plutôt que des problèmes, parce que ce sont des gens aussi qui ont développé un savoir-faire, ont un talent, etc. Donc, moi, n'ayez pas peur de développer votre unicité. Et cette unicité, elle se développe à force de travail hein, et à force d'expérience. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai pas fait d'école de management. C'est pas parce que j'avais pas envie de faire, mais je dirais ça coûtait trop cher. Hein. Je voulais aller aux États-Unis, mais quand j'ai vu les factures, j'ai dit bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et j'ai appris le management en le pratiquant. Et finalement, j'ai passé plus de temps dans ma carrière à faire du management alors que je ne l'ai pas appris. Et j'ai très peu pratiqué en tant qu'ingénieur alors que j'ai fait 2 écoles d'ingénieur. Vous voyez? Mais j'avais des plans, bien sûr, mais j'ai jamais pratiqué ces plans. Je me suis jamais collé au plan. Je vous donne un exemple. J'étais aux États-Unis chez Michelin à un certain moment. J'étais patron des opérations nord-américaines. Alors, Louis Schweitzer, qui était patron de Renault, me fait embaucher en me disant bon ben j'ai besoin d'un numéro 2, etc., etc. Parfait. Donc j'ai déménagé, amené la famille, je suis installé à Paris. Très bien. Donc le plan, c'est de dire c'est très bien, je vais travailler chez Renault. Un an après, l'opération Nissan arrive. Louis Schweitzer vient me voir, il me dit bon, changement de cap. Peut-être qu'il faudra aller au Japon. Bon, j'avais jamais mis les pieds au Japon. Je savais pas, je parle pas japonais, je n'étais pas particulièrement familier, j'avais pas fait de stage au Japon, etc. J'aurais pu très bien dire non. Je suis navré, je viens des États-Unis, je viens de m'installer, mes enfants sont à l'école, j'ai une famille assez nombreuse, je suis en position numéro 2 chez Renault, pourquoi je vais risquer tout ça pour aller dans un pays, en plus dans une entreprise, c'est en quasi faillite. Hein? Bon, je suis parti au Japon. J'avais un plan de rester en France. J'ai changé, j'ai saisi l'opportunité, plus parce que j'avais envie de connaître, j'avais envie d'une expérience, tout en sachant quels étaient les risques. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, moi, le point que je voulais vous dire, c'est que vous verrez, dans la vie, vous ferez des plans. Mais la vie, c'est ce qui se passe une fois, enfin, c'est ce qui va se réaliser à côté, quand vous aurez fait des choses tout à fait différentes par rapport à ce que vous avez planifié, à condition que vous ayez l'esprit large pour voir ces opportunités et les saisir et dire, ben, je vais le faire quand même si j'ai planifié quelque chose de différent. Mais sur le fond, rendez-vous utile, rendez-vous indispensable. Ça, c'est la connaissance, c'est le savoir-faire, mais aussi, n'oubliez pas, c'est la personnalité, c'est le travail en équipe, c'est l'agrément d'avoir quelqu'un qui est toujours un problem solver, comme disait Américain, donc qui apporte des solutions, qui a une mentalité de « je sais faire », « je peux faire », et pas du tout le gars qui vous analyse les raisons pour lesquelles l'échec est assuré. Merci. Merci aux étudiants. Monsieur Ghosn, vous restez.
Maintenant, nous avons les questions de la salle. Bonsoir, je m'appelle Motaz Hassan, je suis actuellement en école d'ingénieur en aéronautique à l'ESTACA. Je m'intéresse aussi à l'industrie automobile. Je voulais savoir, en ce moment, la tendance est au downsizing, mais quel est l'avenir de ce moteur et de ces technologies? Est-ce qu'on ne va pas sur un moteur qui a atteint ses limites? Chez Renault, on a même des moteurs à 0,9 litres. On est passé sous la barre du 1 litre. Je voulais savoir quelles sont les limites et l'avenir de ce moteur-là. Non, ce sont des moteurs qui vont avoir beaucoup d'avenir pour une raison très simple, c'est que le downsizing, il est basé sur le fait que les émissions, je suppose que vous parliez des moteurs à essence, la contrainte sur les émissions de CO2 est une contrainte qui est très très forte. Hein. Ce sont des contraintes qui sont, par exemple en Europe, définies par la communauté européenne, qui est sous pression des opinions publiques. Les gens sont inquiets du réchauffement climatique, ils sont inquiets des changements dont on parle, des dérèglements qui ont lieu, et il y a une pression très forte pour limiter les émissions de CO2. Donc tout ce qui permet de réduire les émissions de CO2 est bon. Et les constructeurs automobiles, sur les technologies classiques, la meilleure solution, c'est le downsizing des moteurs. C'est l'allègement de la voiture et le downsizing des moteurs. Alors bien sûr, il y a d'autres solutions qui consistent à avoir des voitures zéro émission, comme les voitures électriques ou les piles à combustible qui sont à une échéance beaucoup plus longue. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avenir au downsizing par lui-même, parce que les voitures à essence ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Hein. On est avec les voitures à essence pour au moins 20 à 30 ans. Bonjour monsieur, j'ai une question plutôt liée à Nissan. Donc on voit depuis quelques années l'augmentation de la part des robots dans l'industrie automobile. Vous êtes quelqu'un qui, de par sa carrière, mettait quand même au centre de l'entreprise les hommes, avant tout. Est-ce que vous ne pensez pas que l'augmentation de la part du robot dans l'industrie automobile va faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'ingénieurs et de moins en moins de mécaniciens, de personnes qui vont vraiment connaître le métier, la fabrication de la voiture, plutôt que des gens qui savent construire des robots qui, eux, savent faire des voitures? Oui. Non, mais vous avez raison de dire que notre industrie est en train de devenir une industrie essentiellement formée par des ingénieurs. Les populations d'ingénieurs deviennent très importantes et que l'activité d'assemblage, elle est toujours importante, mais par rapport à ce qu'elle était avant, elle perd en valeur relative. Bon, et elle perd, mais elle est faite autre part, parce qu'aujourd'hui, plutôt que... Vous savez que dans une voiture, il y a en moyenne 4000 pièces. 4000 pièces. Finalement, notre métier, c'est quoi? C'est assembler des technologies, c'est assembler des pièces. Voilà. Nous sommes des architectes. Nous assemblons des technologies, nous assemblons des pièces, et nous assemblons des savoir-faire. Alors, quand le savoir-faire n'existe pas, nous le développons nous-mêmes. Mais a priori, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire des combinaisons pour faire un produit qui soit fiable et qui réponde à toutes les réglementations qui tournent autour. Mais je pense que l'activité d'assemblage a tendance à se réduire parce que nous faisons de plus en plus d'assemblage chez les fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs, au lieu de fournir une pièce, maintenant, ils fournissent 100 pièces autour d'un module. C'est normal, c'est-à-dire que les métiers se déplacent. Ils ne disparaissent pas, ils se déplacent. Par contre, nous avons de plus en plus des ingénieurs. Là, je peux vous dire que là, nous avons lancé une embauche de plus de 1500 ingénieurs qui sont des spécialistes d'écriture de software. Hein. Avec le développement de la voiture connectée, les populations d'ingénieurs que nous embauchons le plus, ce sont des computer scientists et puis des ingénieurs qui sont des spécialistes dans l'écriture des softwares. Ce n'est pas du tout le cas il y a même 10 ans. Donc non seulement nous avons tendance à avoir des populations de plus en plus d'ingénieurs, mais même à l'intérieur des populations d'ingénieurs, il y a des métiers qui sont en train de se développer par rapport à d'autres. Donc là, il faut rester très mobile. J'aimerais savoir si vous comptiez rester un pur OEM à plus de 10 millions de véhicules vendus par an et laisser d'autres entreprises développer les services dans le véhicule et autour, ou si on arrive à vous prouver qu'on peut tirer beaucoup de valeur client de ces services et qu'on a les compétences en interne, de justement investir là-dedans dans ces services liés. Non, nous développerons ce qu'on appelle les services connectés. Hein. Ça c'est sûr. Nous ne pouvons pas abandonner ce secteur. Alors évidemment, nous avons notre corps de métier qui est celui de faire la voiture elle-même. Mais à côté de ça, il y a tout un secteur qui va se développer, qui va connaître une croissance très forte,
c'est tout ce qui concerne les services connectés autour de la voiture. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, des entreprises comme Apple, Google s'intéressent à la voiture. Ils s'intéressent à la voiture, c'est non pas parce qu'ils veulent devenir constructeurs eux-mêmes, ça ne les intéresse pas, c'est parce qu'ils veulent, quelque part, contribuer au développement du cerveau de la voiture et développer toutes les applications qui vont aller dans la voiture et qui est la source de leurs revenus. Donc il y aura une bataille là-dessus. Dans cette bataille, nous serons partenaires, nous serons concurrents, mais nous n'abandonnerons pas les services connectés, nous allons développer des services connectés. Alors, de temps en temps, avec des entreprises de technologie, de temps en temps tout seul, de temps en temps avec des startups. Nous avons signé par exemple avec Microsoft un contrat sur l'ensemble de l'Alliance dans lequel ils vont développer avec nous la connectivité de la voiture et les services connectés. Donc, mais ce n'est pas un contrat unique, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres entreprises avec lesquelles nous ferons des choses complémentaires. Mais nous n'abandonnons pas du tout ça. Sylvain Copin, Estaca Automobile. J'avais une question concernant le retour d'Alpine. On a appris ce matin l'ouverture des commandes pour la première édition. Quels sont les plans d'Alpine pour le futur? D'abord, bon, comme vous savez, Alpine est un nom qui est très fort. C'est une icône dans le monde Renault. C'est une icône en France. Ce sont des voitures qui sont très connues en Europe. Et je pense que nous avions un concept de voiture sportive qui est très unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de concurrent à Alpine parce que ce sont des voitures qui sont extrêmement puissantes et très légères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voitures de sport qui sont lourdes et puissantes. Et nous sommes arrivés avec un concept sur lequel vous allez avoir une voiture extrêmement légère et extrêmement puissante, et surtout à des prix qui sont abordables. Hein. Elle ne sera pas peu chère, mais elle sera dans tous les cas extrêmement compétitive. Bon. Donc nous avons un concept, et nous pensons que ce concept a sa place dans les voitures de sport. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, un constructeur automobile, vous savez, il y a toujours une bagarre entre les constructeurs automobiles sur ce qu'on appelle le share of voice. Chaque constructeur veut avoir une part de la voix de l'industrie automobile. Nous nous battons pour attirer l'attention des consommateurs dans le monde sur nos produits et sur notre marque. Or, de manière générale, tout ce qui concerne le premium et les voitures de sport, qui représentent à peu près 10% du volume des voitures vendues dans le monde, 10%, 90% c'est des voitures différentes, eh bien les 10% de voitures premium et sport représentent à peu près 90% du share of voice. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez au Salon de Paris et vous lisez la presse sur le Salon de Paris. La presse va vous parler des voitures qui se vendent à quelques milliers d'unités par an. Éventuellement, des autres. Mais l'essentiel, c'est la nouvelle Ferrari, la nouvelle, etc. Et ce sont, alors qu'à côté, vous avez des millions de voitures qui se vendent, mais ce ne sont pas celles qui font parler du constructeur automobile. Donc, nous avons un bon concept. 2, les marques, et particulièrement les marques de sport, portent les marques du constructeur. Donc, Alpine portera Renault, d'une certaine manière. Parce qu'on aime bien parler d'Alpine. Alpine sera une vitrine pour la technologie de Renault. Et en plus, je pense que ce sera une bonne opération sur le plan de la profitabilité. Mais nous ne le faisons pas pour ça. Nous le faisons essentiellement parce que nous avons un bon concept technologique, parce que la marque et le produit va porter Renault, va apporter une illustration de la technicalité de Renault et du fait que Renault peut apporter quelque chose dans le cadre de la construction automobile, en plus de tout le reste, et en plus parce que c'est aussi une bonne opération financière. Ma question, elle est plus sur les cross-badges. Donc on sait que ça a beaucoup d'avantages au niveau ingénierie et partage de plateformes, partage de moteurs, etc. Donc je pense par exemple à Twingo avec Daimler aussi sur la Smart, mais même entre Renault, Nissan et les marques du groupe. Et en fait, est-ce que ça n'a pas aussi des inconvénients, des risques de cannibalisation ou de... Oui. Au niveau stratégie, comment on peut gérer ça? On ne le voit pas. On le voit pas. Non, alors, il y a deux choses. Cross-badge, c'est-à-dire, vous avez la même voiture et vous la badgez, vous avez la même voiture et vous la badgez avec différentes marques. Ça, interdit. Nous, on ne le fait pas. On l'a tenté 1 ou 2 fois, surtout sur du VU, on a arrêté de le faire. Ce que vous voulez dire par cross-badging, que nous appelons plateforme commune, c'est-à-dire vous avez une seule plateforme qui est commune à l'Alliance, et sur cette plateforme, vous dérivez des produits qui sont différents. Bon, ça, on fait beaucoup. On fait beaucoup pour une raison très simple, c'est que, 1, il n'y a pas de cannibalisation, on ne la remarque pas, et 2, parce que
Vous partez de la technologie de base qui est commune, mais après, vous avez des designers, des marketeurs, des spécialistes du produit qui sont très différents. Ce pas les mêmes. Alors, ils sont d'autant plus différents qu'il y en a qui sont basés en France, d'autres qui sont basés au Japon. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils fassent la même chose. Aucune chance. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à les faire converger parce que la nature va les faire diverger. Vous mettez un designer japonais, un designer français sur la même plateforme, il va vous faire deux produits différents. Donc là, franchement, vous n'avez pas besoin de trop pousser. Donc, la divergence, elle est naturelle. C'est la convergence qui n'est pas naturelle. Donc, nous passons notre temps à dire tout ce dont le client se fiche, il faut le faire en commun. Je dirais, toutes les parties que vous ne voyez pas, les machins, etc. Ça, c'est efficacité en matière de coût, efficacité en matière de qualité. Par contre, tout ce qui est important pour le client doit être différent. Bon. Et pour faire différent, il n'y a pas besoin de se forcer. Là aussi, Avtovaz, qui est une marque russe, on a des designers russes, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Lada, Dacia, etc. Vous avez les Roumains, je dirais, vous n'avez même pas besoin de forcer, ça va tout seul. Et d'ailleurs, nous travaillons avec Nissan depuis 17 ans, commencé en 1999, il y a beaucoup de produits qui sont sur les mêmes plateformes. Par exemple, la Clio et la Micra sont sur la même plateforme. Bon, il n'y a aucune chance qu'un client qui n'est pas un fanat d'automobile et qui ne connaît pas les détails puisse dire que c'est des voitures qui se ressemblent. Elles ne se ressemblent pas du tout. Les choix qui sont faits ne sont pas les mêmes, les matériaux qu'il y a dedans ne sont pas les mêmes, les personnes auxquelles cette voiture s'adresse ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que les objectifs de marketing ne sont pas les mêmes. Donc franchement, là, après 17 ans d'expérience, on peut vous dire la communauté technologique et la communauté des plateformes n'entraînent pas de cannibalisation. On sait que Tesla est rentré dans le marché avec une offre premium, mais elle vise à long terme une stratégie pour un marché plus global. Et donc ma question est simple, Tesla, simple pionnier ou réelle menace dans cette ère de ferment technologique? Non, franchement, moi je ne pense pas que Tesla est une menace. Je pense que dans une industrie comme l'industrie automobile, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de temps en temps challenger l'industrie. Bon, Elon Musk l'a fait, avec beaucoup de courage d'ailleurs, beaucoup de succès financier, pas encore sur le plan opérationnel, puisque vous savez qu'il n'a pratiquement pas sorti de profit pour l'instant, mais les marchés financiers lui font confiance, c'est-à-dire quand il veut des capitaux, il lui donne. Or, une entreprise, comment elle meurt? Elle meurt par manque de cash. C'est tout. Ça, c'est d'ailleurs une bonne leçon pour les amateurs de start-up. Sachez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tant que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez perdre de l'argent, c'est pas grave. Tant qu'il y a des gens qui vous financent, il n'y a pas de problème. Le jour où vous n'avez plus de financement, c'est le crash. Donc, le cash crunch, c'est à éviter. Donc, lui, la bourse a confiance en lui, il peut emprunter, il n'a jamais gagné de l'argent, il a une capitalisation boursière qui est énorme, qui est plus grande que celle de Renault, alors qu'il vend 200 000 voitures par an à tout casser, même pas 150 000. Renault en vend 3,2 millions. Renault fait 4 milliards d'euros de profit, Tesla n'en fait pas. Bon, tant que ça dure, c'est très bien. C'est très bien pour lui, tant que ça dure. Est-ce que c'est une menace? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un challenge? Oui, mais c'est un bon challenge. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent avec des nouveaux concepts. Le fait que Apple dise « moi je veux faire une voiture », c'est bien. Parce que ça réveille les constructeurs en disant « oula, comment ils peuvent réussir? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment peut-on appréhender ceci? Est-ce qu'on peut travailler avec eux ?» Donc, au contraire, moi je trouve que plus il y a d'intervenants, surtout dans un secteur très compétitif, plus ça permet à l'offre de se renouveler, et plus ça met les constructeurs sous pression. Ça les met sous pression parce que vous savez que l'ennemi de n'importe quelle grosse boîte, c'est qu'elle s'assoupisse. Et l'assoupissement, il est basé sur le confort. Personne ne s'assoupit dans une situation d'inconfort. Ça c'est une loi physique très connue. Donc il faut, il faut éviter de se retrouver dans une situation de confort parce que là, vous êtes sûr de rentrer dans le mur. Donc pour moi, Tesla, c'est un bon challenge. Est-ce qu'il réussira ou pas? Ça, c'est encore ouvert. Parce que tant qu'il ne gagne pas d'argent, le jury, mais il arrive à lever autant de capitaux qu'il veut, et en même temps, à ses heures perdues, comme vous le savez, il lance des fusées sur et il fait plein de choses. Bon, tant mieux pour lui. Vous êtes un capitaine d'industrie.
vous dirigez une grande entreprise et nos aînés, eux, ont fait carrière pour et dans des grandes entreprises. Et nous, jeunes ingénieurs, futurs ingénieurs, on fait face à un monde nouveau avec des relations homme-entreprise plus fluides, plus flexibles. Comment, pour vous, ces nouveaux statuts hybrides vont pouvoir s'intégrer dans ces grandes entreprises, grandes industries traditionnelles? Oh, mais vous savez, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations dans les... Allez, on va simplifier, dans les startups. Il y a beaucoup d'esprit d'entreprise dans les startups. Et les startups ont besoin de quoi? Elles ont besoin de marché, elles ont besoin d'argent. Bon. Or, aujourd'hui, l'argent se trouve dans les grosses entreprises. C'est la réalité. Et les marchés sont tenus par les grandes entreprises. Donc, quelque part, mais les grosses entreprises ont besoin d'innovation. Donc, nous avons besoin des startups et les startups ont besoin de nous. Et le tout, c'est comment on assure la migration et la coopération et même la migration des talents. Donc, moi, je vous dis, bon, alors, ça va se passer très lentement, mais je dirais que, moi, je pense qu'à terme, les structures des grandes entreprises vont beaucoup évoluer, de façon à pouvoir intégrer cette nouvelle génération qui veut être beaucoup plus autonome, qui est prête à travailler plus, à s'engager plus, mais qui veut avoir plus de marge de manœuvre. Donc, je pense que l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui dans les grandes entreprises, c'est une organisation que, bon, peut-être vos enfants ou vos grands-enfants vous diront, mais c'est pas vrai qu'ils travaillaient comme ça. Hein, ça va exploser avec la digitalisation, le développement des moyens de communication, le sens des responsabilisations, le fait que l'autorité, elle se retrouve elle est acceptée de manière très différente par les jeunes générations, ben, ça veut dire que notre système, celui que nous avons bâti et dans lequel nous avons grandi, on sait qu'il est obsolète. Donc il faut qu'on l'adapte. Un peu comme les technologies. Hein. Donc, quand on a commencé l'industrie, c'était essentiellement le moteur combustion interne. Ben, aujourd'hui, on sait que c'est des moteurs tout à fait différents. L'industrie se jouait sur des critères qui étaient tout à fait différents par rapport aux critères actuels. Donc, il va falloir qu'on s'adapte en matière de management parce que vous allez, un certain nombre d'entre vous, même si vous commencez dans les startups, un jour vous vous retrouvez dans des grandes entreprises. Et les grandes entreprises ont besoin de vos talents pour savoir faire fonctionner avec les nouvelles générations. Voilà ce que je veux dire. Donc, nous savons que nous devrons évoluer, sinon nous allons périr. En matière de management et en matière d'organisation. Alors, à quoi ça va aboutir, c'est difficile. Ça, il va falloir qu'on soit très pragmatique, qu'on y aille par étapes, qu'on sonde, qu'on fasse des prototypes. On va chercher notre chemin. Eh bien voilà, on arrive à la fin. Désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu vous interroger. Merci beaucoup.